Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait le débrief de Nokere Corse. Aujourd'hui, du côté de la Belgique, la course la plus dure à prononcer pour les francophones. On va revenir sur cette épreuve, on parlera du vainqueur du jour, et puis on fera les tops et flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de la course notamment. Juste après l'arrivée, vous avez les shorts, vous avez TikTok également, vous pouvez vous abonner du côté de TikTok. Vous pouvez aller voir également les playlists sur la chaîne. Il y a notamment une playlist spéciale flandrienne. J'ai mis Nokere Corse sur cette playlist-là. Vous pouvez voir également, si vous activez la petite cloche, vous avez peut-être reçu une notification comme quoi il y avait la vidéo sur Milan-Turin. Donc je vous invite également à regarder la vidéo de Milan-Turin. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec Nokere Corse. Même circuit que l'année dernière, il n'y avait pas vraiment de surprise au niveau du parcours, il n'y avait pas de gros changements. La seule différence, c'était les conditions climatiques. Alors, la course ne s'est pas déroulée dans des conditions climatiques difficiles, mais les derniers mois, en Belgique comme en France, dans le nord de la France, ont amené énormément de pluie, énormément d'eau. Ce qui fait qu'on a des vrais soucis. On a vu notamment le Paterberg, ils sont en train de le refaire aujourd'hui, le Paterberg, parce que ça va être chaud quand même pour le Grand Prix E3, mais ils devaient le refaire, c'est-à-dire ils devaient recouler du goudron pour restabiliser le sol. Le sol est très meuble en ce moment. Ça va même être compliqué demain sur le Grand Prix de Denain parce que je pense qu'on va avoir des belles surprises avec des énormes flaques d'eau. Ce qui fait que les pavés étaient quand même très glissants, très boueux. Il y avait notamment le premier secteur à la sortie de Nokere où c'était très compliqué de rouler. Ouais, il y a eu pas mal de difficultés avec des glissades, pas mal de chutes. Je pense notamment à la chute de Danule, la chute à l'arrivée également. On a eu au moins 4-5 chutes importantes. Il y a eu une chute également avec Capiot, moi que je n'ai pas vu parce qu'à ce moment-là j'étais sur Milan-Turin. Et puis on a eu une course quand même avec pas mal de mouvements, comme souvent à Nokere. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une course où c'est un sprint, parce que vous voyez, si vous regardez la fiche de résultats, vous voyez Tim Merlier vainqueur. Bon, vous dites Tim Merlier vainqueur, ok, ça a été un sprint, c'est pas très intéressant. Si vous connaissez pas le parcours, que vous ne savez pas que c'est un sprint déjà, pavé, en faux plat montant, que vous ne savez pas qu'il y a également pas mal de secteurs pavés auparavant, vous vous dites, bon, voilà, ça a été un sprint, c'était pas la course la plus intéressante du jour, sauf qu'il y a eu pas mal de mouvements, notamment Tim Wellens, ça n'a pas été le seul à tenter des choses. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu des chutes, parce qu'il y a certains coureurs qui ont eu des petits manques de lucidité sur cette journée. Donc ça a été très très nerveux, et puis dans le final, bon, par contre là ça a été beaucoup plus limpide, avec un Tim Merlier impressionnant. Gros souci de sécurité aujourd'hui. Gros souci de sécurité. Un endroit de la course, on a eu un cycliste qui a traversé la route. Moi, je ne l'avais pas vu au direct, mais sur le replay, c'est quand même incroyable. On est passé à 1 seconde et demie de la catastrophe. Mais vraiment. C'est pas normal sur une course cycliste. C'est pas normal sur une course cycliste, mais c'est pas de la faute des organisateurs. C'est-à-dire que on peut pas barriérer, je le dis souvent, 200 km de parcours. C'est-à-dire, il y a un moment, normalement, les gens doivent être raisonnables. Cette personne-là, il y a pas, comme ça pourra quand même montrer aux gens qu'il n'y a pas que les jeunes qui ne sont pas raisonnables, parce qu'il y a une partie des gens qui ont cette impression-là. Bah non, il y a aussi des personnes âgées qui peuvent être irresponsables. Là, c'est inadmissible. Alors déjà, vélo sans casque, pour moi, ça devrait être interdit. Vraiment, parce que voilà, c'est un moment vélo sans casque, enfin... Alors c'est sympa pour les sécu, mais bon, c'est une catastrophe de faire du vélo sans casque. Surtout moi je fais partie d'une génération où on a appris le vélo avec le casque. Alors bon, là, pour les personnes âgées, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais le casque, très clairement, ça pèse que dalle, un casque. Il y a un casque qui pèse même pas 200 grammes, 300 grammes. Voilà, pour un élément de sécurité qui est intéressant quand même pour ta survie. Donc ça peut être pas mal, même si le casque n'empêche pas la mort. Ça permet quand même, dans, je dirais, 80% des chocs, d'éviter quand même des conséquences assez graves. Mais en plus, ce mec-là traverse la route.
de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'il voit bien les coureurs qui arrivent. Enfin, il peut pas être, il le voit. Surtout que je rappelle qu'avant les coureurs sur une course cycliste, alors je pense qu'en Belgique c'est pareil qu'en France, mais vous avez des voitures qui annoncent qu'il va y avoir un coureur. Et je pense qu'il y a toujours les voitures, même quand on est sur un circuit, qui annoncent que bah, vous avez la course qui va arriver dans 2 minutes, 3 minutes. Donc on le sait. Enfin, le mec, il est pas surpris quoi de voir les coureurs arriver. Donc c'est vraiment de l'inconscience. Et encore une fois, pour moi, on ne peut pas. Enfin, les organisateurs, c'est pas du tout de la faute des organisateurs. Ils peuvent pas mettre des barrières partout. Je pense qu'il y avait peut-être un mec qui bloquait la route, mais on peut pas mettre des mecs à la fois qui bloquent la route et qui bloquent les trottoirs, enfin qui bloquent les passages piétons. On peut pas mettre des mecs partout. Par contre, j'espère que ce monsieur-là sera retrouvé par la police belge euh, pour, pour mise en danger de la vie d'autrui, parce que là, c'est très clairement une mise en danger de la vie d'autrui. Et je pense que sur ce type de comportement-là, par exemple les téléphones portables aussi sur les arrivées au sprint, enfin, tous ces personnes-là qui font tomber des gens, je trouve qu'il faut sanctionner plus durement parce que c'est vraiment de l'inconscience dans ce genre de cas. J'ai fini mon moment gueulante politicard nulos. On passe tout de suite à la course des filles, rapidement parce qu'il n'y a pas eu un énorme suspense du côté de la course des filles. La SD Works était au-dessus, avec une Lotte Kopecky qui est partie à 7 km de l'arrivée, mais qui avait déjà fait un énorme écrémage avant, avec Vibus. Il restait plus grand monde dans la roue au moment où elle a accéléré Lotte Kopecky. Il y avait Lily Williams de Human Powered Off, belle performance de l'américaine qui est troisième, et puis Van Rooijen, je pense que je prononce très mal la néerlandaise, qui finit quatrième. On pourra noter quand même la stratégie assez pitoyable de la Movistar qui fait 5, 6, 7, mais qui n'ont absolument pas couru ensemble. Notamment à un moment, il y a Sierra qui attaque alors qu'elle aurait pu attendre que ses équipières fassent le job. Donc je pense qu'il y a eu un vrai problème stratégique du côté de la Movistar, mais encore une fois, l'après Van Vleuten va pas être facile pour cette formation. On peut noter la 13e place, Audrey Cordon-Rago, juste derrière Consoni. Consoni, elle s'est fait sauter le caisson. Hein, elle a tenté de suivre Kopecky. Pas bonne idée de tenter d'essayer de suivre Kopecky. C'était pas bien de faire ça parce qu'elle a complètement explosé derrière. Ça a été très compliqué pour elle. Et puis Schoenberger qui était un moment dans l'échappée, qui était un moment en tête des courses, finit 18e. Sur une course où on a 50 filles qui ont terminé. Il y a eu quand même pas mal de casses sur cette épreuve du côté de la 5e édition de Nicole Curse féminin. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Premier coureur top. Eh bien, on parle de Tim Merlier. Petit cheveu sur le bout de la langue. Tim Merlier de la Soudal Quick-Step. Au-dessus, le triplé, il va falloir appeler la course la Merlier Classique. Hein, si l'année prochaine il gagne, il faut l'appeler la Merlier Classique. Il a été juste exceptionnel aujourd'hui Merlier. Il attaque au même endroit que l'année dernière. Moi j'ai le souvenir que chez Alpecin, quand il gagne, donc en 2022 déjà, ça remonte à quelques années, du côté de Tim Merlier, j'avais le souvenir qu'il était parti plus tard. C'est-à-dire que c'était vraiment dans le dernier virage qu'il avait accéléré. Là, ça fait 2 années d'affilée, il accélère au même endroit. Donc tout le monde pouvait le savoir qu'il allait accélérer à ce moment-là. Surtout qu'on ne l'avait pas vu de la journée. Tim Merlier, on le voit un moment en tête de course à 12 km de l'arrivée, mais il n'avait pas mis un coup de pédale auparavant, Tim Merlier. Et le fait qu'il accélère de la même manière, sauf que par rapport à 2023, pour moi, l'écart s'est agrandi. C'est la domination qu'il a eue aujourd'hui. Pour moi, la domination qu'il a eue aujourd'hui, Merlier, c'est du même niveau que Philipsen sur l'étape 2 de Tirreno Adriatico, mais c'est surtout du même niveau qu'un Vingegaard. Moi, ça me fait toujours marrer les gens qui disent bon, il y a du dopage quasiment que chez les grimpeurs. Alors déjà, c'est oublier quand même l'histoire du cyclisme, Petakit, Cipollini, Abdul Japarov, Yann Kersipou. On a quand même eu quelques-uns qui étaient dopés. Je ne sais même pas si Keki avait pas été... C'était pas fait choper aussi, Francesco Kiki, dans les mecs au niveau de dopage. Mais bon, il y a eu des sprinteurs qui ont été dopés. Donc ça me fait marrer quand les gens n'ont des doutes que sur les grimpeurs.
en disant bah oui, mais un sprint, comme c'est très serré, tu vois, par exemple, il peut pas y avoir, comme c'est un effort explosif, il peut pas y avoir de dopage. Bah si, il peut y avoir du dopage également sur des efforts explosifs. Demandez aux coureurs de 100 mètres, hein, demandez à l'athlétisme. En ce moment, l'athlétisme, c'est le sport où il y a le plus de contrôles positifs. Hein. C'est incroyable. Demandez au rugbyman s'il n'y a pas des contrôles positifs sur des sports où il faut de l'explosivité. Mais c'est surtout qu'il faut se rendre compte que 2 vélos d'avance, ou 3 vélos d'avance, ou 4 vélos d'avance, pour un sprinter, donc il fait ça, bon là il l'a fait sur 400 mètres, mais par exemple pour un Philipson qui l'a fait sur 200 mètres, il a collé 2 vélos d'avance à tout le monde, 2-3 vélos d'avance à tout le monde, c'est sur 200 mètres, donc c'est sur 10 secondes qu'il colle ça. Sur 10 secondes, il colle 4-5 mètres à ses adversaires. Donc c'est 1 minute sur 30 km. Hein. Donc il faut, le différentiel de vitesse est de ce niveau-là. Donc c'est pareil que Vingegaard. Donc quand on a des doutes, parce que pour les sprints, personne n'a jamais de doute. C'est-à-dire que autant je suis emmerdé quand je parle de Vingegaard, quand je parle de Pogačar, c'est les deux cas où je suis le plus embêté, on va dire, dans les commentaires. Mais alors, autant sur les sprints, je n'ai jamais eu de problème. Quand l'année dernière, Pedersen fait 300 mètres de sprint pendant 20 secondes, ce qui est un truc exceptionnel, ça ne pose problème à personne. Donc c'est ça qui me fait mal à chaque fois. C'est-à-dire, moi, je veux bien que les gens disent qu'ils aient des doutes. Alors déjà, les 3 quarts du temps, c'est pas avoir des doutes, c'est marquer « il est dopé hein ». C'est-à-dire que quand on a des doutes, on marque « je soupçonne qu'il soit dopé » ou ce genre de choses. C'est-à-dire, on essaye un petit peu de faire attention dans la manière dont on le dit, surtout quand on a une parole publique, et surtout quand on a une parole publique également dans les commentaires. C'est pour ça que moi, je pense que quand il y aura au présent, peut-être qu'à un moment, je vais le défaire, parce que c'est une accusation, c'est pas un doute. Quand on met au présent, c'est une accusation. Quand on met, alors on va me dire que c'est jouer un petit peu sur les termes, mais quand on met au conditionnel, là, c'est un doute. Voilà, mais la conjugation a son importance dans cette situation-là. Et surtout, moi j'aimerais que les gens aient des doutes également sur les sprints. Parce que quand un Philipson colle 2 vélos à tout le monde, pour moi c'est du même niveau d'écart de performance que Vingegaard qui colle 1 minute 45 secondes à tout le monde sur 30 bornes. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il y ait cette prise de conscience au niveau du sprint. Surtout qu'encore une fois, il y a eu du dopage dans le sprint. Il y a quelques années. Donc, soit on a des doutes, mais dans ce cas-là, comme je le dis souvent, on a des doutes sur à la fois les grimpeurs, à la fois les sprinteurs, à la fois les baroudeurs aussi. Ou soit on considère que l'Agence mondiale antidopage fait son job. On peut critiquer l'Agence mondiale antidopage, mais on ne dit pas un tel est dopé, un tel n'est pas dopé. Voilà. Soit on doute de tout le monde, et dans ce cas-là, pour moi, il y a peu d'intérêt à regarder du cyclisme. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui regardent un sport où ils considèrent que 80% des gens sont dopés. J'ai du mal un petit peu avec cette idée-là. Mais bon, je vais un peu me répéter. Mais pour revenir à Merlier, impressionnant aujourd'hui dans son sprint. Il attaque au même moment que l'année dernière. Il surprend ses adversaires de la même manière que l'année dernière. Mais ce qui est très fort, c'est quand même qu'il est malmené dans le dernier kilomètre. Notamment, j'ai encore oublié son nom, avec le coureur belge de Alpecin, avec Jonas Rickaert. Au moment de la chute de Rickaert, lui, il met un coup d'épaule, sauf que j'ai l'impression au même moment qu'il a un problème avec sa vitesse. Enfin, voilà, au niveau du pédalier, il y a un petit souci à ce moment-là. Donc très très fort de la part de Tim Merlier aujourd'hui de réussir à faire ce niveau de performance-là dans des conditions ou dans le dernier kilomètre, c'est pas évident. Donc très fort de la part de Merlier. Et surtout 3 fois, c'est-à-dire que ce matin, il avait la pression, je pense. Il avait la pression vraiment de se dire, putain, je fais 3 fois, c'est le record en plus, je crois, de l'épreuve. Donc il avait vraiment la pression. En plus, il y avait sa famille à l'arrivée, il y avait son petit garçon à l'arrivée, il y avait sa femme, il y avait, je pense, sa mère, ou peut-être sa belle-mère, je ne sais pas, qui était là aussi à l'arrivée. Donc c'était très... Voilà, il savait qu'il y avait tout ça, donc il savait qu'il y avait la pression. Merlier, il a réussi à s'en sortir, j'ai envie de dire, avec la stratégie qu'il avait envisagée. Donc bravo monsieur Merlier. On aura peut-être la même chose avec Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège cette année. Il aura peut-être encore la même stratégie, partir à la côte de la Redoute, puis ensuite il y a là du côté de Remco Evenepoel. Allez, on poursuit avec Consoni. Très fort Consoni aujourd'hui,
Très fort parce qu'il s'est vraiment accroché pendant toute la journée. C'est-à-dire qu'Anthony, il était vraiment en galère. Il n'y avait pas que les grimaces, hein. Il y avait aussi le coup de pédale. Tu sens qu'à des moments, il revient vraiment à la rage. Donc finir cinquième aujourd'hui pour le coureur de la Lidl Trek. Belle perf. Et ça montre que la Lidl Trek, ils ont quand même une équipe au niveau des sprinters punchers qui est incroyable. Pedersen, Milan, Consoni, Stuyven aussi, bon, qui est un peu moins un sprinter, mais qui passe quand même bien les bosses. Et ils ont une équipe pour Milan-San Remo qui va être hyper solide. Milan, on va le retrouver même la veille. Il va courir la veille de Milan, ce qui est très rare. Normalement, il doit faire la Corside classique. Alors en plus, c'est pas forcément facile parce que s'il fait les deux enchaînés, Corside classique, ça doit se finir à 15h30. Donc ensuite, il faut se doucher, il faut rentrer, prendre l'avion, rejoindre Milan dans la nuit. Ça va pas être facile pour Jonathan Milan. Donc je pense très clairement le favori, enfin le leader, ça sera Pedersen pour le sprint du côté de Milan-San Remo. Mais c'est Consoni aujourd'hui, ouais, c'était très dur, mais il fait une belle cinquième place, c'est bien, avec la Lidl Trek. Et puis il s'est bien intégré à cette formation. C'était pas forcément si évident que ça, parce qu'il arrivait de la Cofidis. Il n'a pas couru tant que ça dans des équipes italiennes, Consoni. Donc là, réussir, enfin du souvenir que j'ai, donc là, réussir à être tout de suite à l'aise dans cet environnement-là, parce que la Lidl Trek, même si c'est basé techniquement aux États-Unis, c'est quand même une équipe qui est très italienne dans son fonctionnement. Donc non, fort, très très fort. Puis je termine avec Tim Wellens. Alors certes, au final, le résultat comptable n'est pas exceptionnel, mais il a montré qu'il était en très grande condition physique, le coureur belge. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter dans les Flandriennes. Voilà, il n'y aura pas de surprise Wellens hein. Sur les Flandriennes, ça va être un coureur qui va être très costaud, qui va être extrêmement dangereux. Là aujourd'hui, quand il accélère au même endroit que Kopecky, et il fait un peu moins d'écart que Kopecky, mais il fait quand même, il me prend 10-15 mètres d'avance dans un secteur en plus qui n'est pas avec un gros pourcentage. En termes de dénivelé positif. Donc c'est très très fort ce qu'a fait Tim Wellens. Très 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 fort dans le final. Donc très costaud le coureur belge. On va voir ce que ça va donner désormais sur les autres épreuves. Mais j'ai bien aimé. Voilà ce qu'il a fait. Ça n'a pas marché. Après, il fallait qu'il tente de loin. De toute manière, il savait qu'au sprint ça n'allait pas marcher. Surtout, je crois qu'UAE n'avait pas emmené de... Je sais plus souvenir de la start list. Mais pour moi, ils n'avaient pas de sprinter UAE au départ. Ou peut-être que Hodge. Et qui est encore dans une phase de reconstruction. Hein. Hodge, ouais, ils avaient que Hodge. Sinon, c'était Baroncini. Donc, c'était un petit peu léger pour aller jouer un sprint. Donc, belle perf. Voilà, du côté de Tim Wellens, il a tenté. Ça n'a pas marché, mais tu sens que le coureur est en forme. Tim Wellens qui sera ensuite Grand Prix de Denain. Donc, demain. Parce que j'ai fait la petite bêtise. Quelqu'un qui se souviendra. Parce que sur la miniature, j'ai mis de Grand Prix de demain. Voilà. Erreur de ma part. Et puis il sera également sur Milan-San Remo, Wellens. Dans le Poggio, s'il est puissant, ça peut être un coureur dangereux. Ensuite, Grand Prix E3 à travers la Flandre, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, la Flèche Brabançonne pour le coureur belge. Voilà, pour la suite de sa saison. Mais voilà, c'est un coureur qui va être très très dangereux. Lui qui est né à Saint-Truiden, pas très loin de la commune de Dimmerx. Voilà. Pour ce coureur-là, et de la même commune que Timo Kelic, par exemple. Ah, ça c'est belle anecdote, voilà. Eh oui, il faut le notifier. La même commune que le coureur d'Alpecin. Et Franz Lennon également, qui avait fait 3ème de Paris-Roubaix en 49 et 2ème du Edvolk en 49. Voilà, qui est également de cette ville-là. Et Timothy Stevens, qui n'est plus professionnel depuis quelques années aussi, qui avait commencé chez Vacances Soleil sa carrière, et qui a remporté le Dwarsdoet et Hageland en 2017, à l'époque où il était chez Powells. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais commencer avec Jonas Rickaert. On en parlait hein, il y a quelques temps des coureurs qui décident
de relâcher leur effort quand ils lancent leur sprinter en restant au milieu du peloton. Bah voilà. C'est toujours pas sanctionné. Donc tant que c'est pas sanctionné, il y aura ce type de situation-là. Et ça va se reproduire de plus en plus parce que beaucoup d'équipes ont compris que ça pouvait gêner les adversaires. Donc de plus en plus d'équipes vont pratiquer ce genre de choses, vont demander à leurs poissons pilotes, aux coureurs avant les poissons pilotes, de se mettre au milieu du peloton. Donc je pense que c'est un phénomène qui va augmenter et qui va faire qu'on va avoir de plus en plus de chutes. Jonas Ricard, je pense que ce soir n'aura pas de sanction. Je pense que son équipe, Alpecin, n'aura pas de sanction ce soir. C'est pas le seul coureur à avoir fait ça. Van der Berge aussi, il s'écarte pas de manière correcte, je trouve. Voilà, on le dit à chaque fois, il faut s'écarter bien à gauche, bien à droite. Bon, pour moi, tant qu'on ne met pas de sanction sur ce type de problème, voilà. Hein. Pour moi, il faut sanctionner à la fois le coureur, mais le coureur, bon, souvent ce sont des équipiers, donc c'est pas des coureurs qui ont beaucoup de points UCI. Pour moi, il faut surtout sanctionner l'équipe. Quand tu mettras 1000 points, je sais pas, 500 points UCI de pénalité ou 750 points de pénalité UCI, peut-être que les équipes feront attention et que les coureurs feront attention. Parce que quand un coureur fera ça 2-3 fois et qu'il te fera perdre 2000 points UCI dans l'année, je peux te dire qu'il y a des équipes de 1000 points, Astana de 1000 points UCI, c'est un tiers du score de leur saison. Bah, peut-être qu'on commencera à faire attention. C'est très très dangereux de faire ce genre de choses. Voilà. Et pour moi, bah, là on est sur quelque chose de très risqué. Donc j'espère qu'un jour il y aura des sanctions. Pour l'instant, c'est toujours pas prévu par l'UCI. Parce que bon, c'est rigolo de mettre des sanctions pour les sprinteurs qui sortent le coup de devant. Mais ça, c'est aussi dangereux qu'un sprinter comme Binyam Girmay sur Tirreno qui sort le coude. C'est aussi dangereux. Donc il va falloir aussi réprimander au bout d'un moment. On peut noter aussi en parlant de Jonas Ricard, déjà vous voyez j'ai le nouveau maillot Alpecin, le maillot donc jean délavé pour moi, mais qui s'appelle jean je sais plus quoi, on me l'avait marqué dans les commentaires le nom qu'a donné l'équipe, vous savez, parce que à chaque fois les mecs qui font du design, ils ont toujours des noms de couleurs incroyables. Ils disent, ah ben non, c'est pas du tout la couleur de l'équipe d'à côté, non, ça s'appelle le bleu, je sais pas quoi. C'est comme les couleurs de voiture. Les couleurs de voiture, des noms improbables. Sur les couleurs de voiture, c'est un peu pareil. Mais on peut noter que Philipsen, alors aujourd'hui, il a fait beaucoup d'efforts, Philipsen. Alors je ne sais pas si il préparait Milan-San Remo plus qu'il ne voulait gagner Nocco-Corseux. Mais s'il voulait gagner Nocco-Corseux, il a absolument pas fait un excellent travail. Et ouais, on avait plutôt l'impression d'un Philipsen qui travaillait pour préparer Milan-San Remo. J'avais plutôt cette impression-là aujourd'hui, ce qui est dommage, parce que Nocco-Corseux, c'est quand même une course importante pour moi en Belgique, donc se servir de ce type de course pour faire du kilomètre, toujours un petit peu dommageable. Deuxième flop, Israël. C'est un peu comme UAE sur Milan-Turin, hein. On aura peut-être pu s'entendre pour rouler. Ça a été assez désordonné, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'un côté qu'il y avait Van Esbroek, Hofstetter, et de l'autre il y avait Ackermann. Mais dans ce cas-là, moi je me disais, bon, quand je vois Hofstetter et Van Esbroek, je me dis, bon, Ackermann est plus rapide. Donc moi je me disais, bon, bah, Thomas Brook va peut-être lancer Hofstetter qui lancera Ackermann. Tu vois, tu peux faire une stratégie comme ça. Et je me disais déjà, dans le dernier kilomètre, je me rappelais très bien du dernier kilomètre un peu tortueux, je me dis, tu peux faire des cassures et puis tu peux mettre en difficulté peut-être certains coureurs. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Non, ils ont 3 coureurs dans le top 10. Alors, certains diront c'est pour les points UCI. Oui, mais bon, là aujourd'hui, il récupère combien de points UCI ? Je peux quand même vérifier. Aujourd'hui, ils font donc Ackermann 100, Hofstetter 40 et Van Esbroek 70. Donc ça fait 110, ça fait 210. Oui, ça fait à peine plus que la victoire de Tim Merlier, hein, en termes de points UCI. En sachant qu'en plus, y en a un qui pouvait gagner et puis l'autre il pouvait faire quand même 7ème du sprint. Hein. L'un n'empêchait pas l'autre. Cela, ça aurait fait 260 points UCI. Donc, de ne pas vouloir sacrifier un coureur, c'est un petit peu une erreur. Du côté d'Israël, c'est dommage parce qu'ils ont quand même des bons sprinteurs, Israël, mais alors, souvent, ils sont quand même à côté de la plaque pour emmener les sprints. Eux et Intermarché, ils ont quand même le don de se foirer pour emmener des sprints, Israël.
Et là, il fallait dans Van Esbroek et Hofstetter, fallait les sacrifier pour Ackermann. Surtout qu'au final, Ackermann, il se fait quand même pas mal bousculer dans le dernier kilomètre, hein, parce qu'il est dans l'action avec Merlier et le coureur d'Alpecin, j'ai encore oublié son nom. Et donc du côté d'Ackermann, si on l'avait peut-être un peu mieux emmené, si on était à ce moment-là en tête de peloton, peut-être qu'il aurait été un peu moins bousculé à ce moment-là, et peut-être qu'une deuxième place, troisième place était faisable. Merlier semblait très fort, mais peut-être qu'on pouvait quand même battre Jacobsen ou Philipsen aujourd'hui. Donc c'est un petit peu dommage, parce que voilà, du côté d'Israël, je pense qu'on est passé à côté d'un bon résultat. Et puis je termine avec la Groupama. Pas trop compris la stratégie de la Groupama. On a fait rouler Marc Sarro un moment, sauf que Marc Sarro roulait pas non plus. Je me suis dit quand même, aujourd'hui, je pensais plutôt qu'on allait quand même utiliser Stephen Kung comme équipier, parce que voilà, on va pas revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour Stephen Kung, mais forcément les 2 dernières semaines ont été très compliquées pour lui et pour sa famille. Et donc je me disais qu'aujourd'hui il aurait peut-être pas encore la tête complètement au cyclisme. Et donc je me disais, Stephen Kung, tu le mets en tête de peloton à 20 bornes de l'arrivée, tu le fais travailler pendant 5-6 km, ça va peut-être le remettre un petit peu en mode course pour les autres événements importants. Et ça peut t'aider en plus pour Marc Sarro, pour Lewis Hasky. Moi, je voyais bien un Marc Sarro emmener Lewis Hasky aujourd'hui, sauf que le Marc Sarro, il a été recruté comme poisson pilote. Sauf que pour l'instant, là, pas vu poisson pilote. Alors que Marc Sarro, aujourd'hui, il finit 94e à 6,33. Mais Eddy Levitouze, par exemple, pas Eddy Levitouze, Enzo Palini, qui finit 24e, il y avait peut-être la possibilité également d'emmener Lewis Hasky. Donc voilà, c'est un petit peu dommageable pour la Groupama, parce que je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir une... Enfin, j'ai pas trop compris leur stratégie, voilà. C'est-à-dire voir un Marc Sarro se retrouver un moment en tête de peloton, je me suis dit... il y a 20 bornes, 25 bornes de l'arrivée, je me suis dit c'est peut-être pas l'idée du siècle à ce moment-là. Et un Marc Sarro qui pour le moment est quand même discret en termes de, je trouve, de résultats, mais même en termes d'aide pour ses équipiers, à part une 7ème place sur la Classica de Communauté de Valenciana. C'est vrai que pour le moment c'est assez calme ce qu'a fait Marc Sarro, lui qui n'a qu'un an de contrat avec la Groupama, donc ça serait bien d'obtenir des résultats. Parce qu'il a 30 ans, s'il veut rester en World Tour ou même en deuxième division, sinon ça risque d'être compliqué, surtout après une année 2023. Enfin, on va dire ça fait depuis 2020 que c'est un peu compliqué, mais 2023 c'était vraiment le néant en termes de résultats. Donc ça serait bien de retrouver des sensations du côté de Marc Sarro. Parce que là pour le moment c'est un petit peu compliqué pour le coureur de la Groupama FDJ et il n'a pas le temps. Encore une fois, quand ta fin de contrat c'est dans 8 mois, même pas, enfin dans 8 mois, 7 mois, t'as pas le temps d'être dans une situation de doute. Faut avoir des résultats, faut avoir de l'impact sur ton équipe, parce que du côté de Marc Sarro, on attend plutôt qu'il ait de l'impact sur son équipe. Pour le moment, c'est insuffisant. Après, c'est sûr qu'avec la blessure de Paul Penwet, ça n'a pas dû aider, parce que je pense que normalement, il devait être lanceur de Paul Penwet, et que ça a peut-être modifié son calendrier de course. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à voir la vidéo de Milan-Turin, la présentation également du Grand Prix de Denain qui est avec donc la présentation de Nocchero-Corseux et la présentation de Milan-Turin. Eh bien, d'ici demain, avec le Grand Prix de Denain, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!